Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, Maël est un chercheur qui travaille à l'interface entre biologie théorique et philosophie. Son travail est vraiment énorme, donc je ne vais pas faire un résumé de tout ce sur quoi il a travaillé. Avec un collègue de l'IHPST, avec Matteo Moss, il est à l'origine de l'hypothèse de la clôture entre contraintes comme organisation typique des systèmes autonomes. Et il a beaucoup travaillé aussi sur l'historicité des êtres vivants, sur le principe de variation, sur vraiment énormément de choses. Il a collaboré avec pas mal de chercheurs comme Giuseppe Longo, Francis Bailly, Bernard Stiegler. Et au-delà des intérêts plus précisément concernant la biologie théorique et la philosophie, il s'est aussi occupé des questions concernant les effets de l'Anthropocène. Merci beaucoup, Maël. Merci pour l'invitation. Bon, je pense que c'est bon le son, j'entends le retour. Donc je vais parler de la question des disruptions en biologie, et c'est une question qui articule quelque chose de très pratique, voire pressant, mais aussi des questions de biologie théorique et d'épistémologie qui sont assez fondamentales. Donc du coup, dans mes travaux, c'est aussi un cas d'application en quelque sorte de ces questions théoriques plus générales. Alors, le terme de disruption, il est utilisé en biologie de manière de plus en plus fréquente. Ici, vous avez un petit graphe quantitatif de ces occurrences dans l'archive Gister. Et en même temps, c'est pas un terme qui a engendré une théorisation ou une conceptualisation précise. Il y a à la rigueur des analyses un peu régionales, mais pas vraiment de conceptualisation générale. Alors, des exemples de disruption dans ce sens-là sont trouvés en écologie, alors un peu partout. Moi, je vais parler notamment des réseaux plantes pollinisateurs qui sont l'objet d'une disruption par le changement climatique. Il y a aussi les endocrine disruptors en anglais, donc les disrupteurs endocriniens. Et si on dit perturbateurs, vraiment, on perd une partie du sens, justement, surtout quand on se pose la question des disruptions. Mais il y en a d'autres dont je vais parler aussi. Donc, un terme fréquemment utilisé, sans théorisation. Si on pose la question par rapport à l'Anthropocène, vis-à-vis de la biodiversité, mais aussi de la santé humaine, on peut dire qu'on fait face à deux grands types de processus, les destructions pures et simples, de populations, d'habitats, qui bien sûr du coup entraînent des pertes de biodiversité, mais aussi se pose la question des désorganisations du vivant. Alors là, je ne l'emploie pas dans un sens technique, j'emploie dans un sens très large, c'est les cycles de vie, ou les physiologies, ou les développements qui sont altérés. Et c'est dans ce contexte-là qu'intervient le terme de disruption. Et donc, l'hypothèse, d'ailleurs, concernant les disruptions, c'est que celles-ci agissent sur des vulnérabilités particulières des êtres vivants. Donc, les désorganisations du vivant, c'est quelque chose qui se passe naturellement, en quelque sorte, dans l'évolution, dans l'histoire du vivant. Mais dans l'Anthropocène, on est dans une situation un peu particulière, parce qu'il y a une vitesse considérable de ces désorganisations qui fait que les êtres vivants ont du mal à y répondre, que ce soit, quand je dis les êtres vivants, là ça peut être au niveau individuel comme au niveau populationnel. Et d'ailleurs cette question de la vitesse de la déstabilisation des organisations, encore une fois entendue dans un sens très large, se retrouve au niveau purement humain, mais aussi au niveau des sociétés humaines. Alors là, on est dans un autre domaine théorique, mais où donc la question se pose, a été traitée justement, notamment par Bernard Stiegler. Donc, pour comprendre ces disruptions ou ces désorganisations, il faut comprendre les vulnérabilités particulières des êtres vivants à certains changements anthropogéniques, enfin anthropogéniques au sens anglais, hein, donc d'origine humaine, ou d'ailleurs non anthropogéniques dans certains cas. Alors, pour faire encore une fois une petite analyse de la terminologie, le terme qui est le plus employé dans les sciences, c'est pas le terme de disruption, c'est le terme de perturbation. C'est un terme qui vient de la physique et de l'analyse mathématique de certaines situations. Qu'est-ce que c'est une perturbation? Donc dans un système physique, on a une équation qui décrit les transformations du système. La perturbation, c'est quand on vient changer un peu l'état d'un système qui est à l'équilibre ou qui est sur un attracteur, et on va voir s'il revient à cet état d'équilibre, ou dans certains cas, il peut changer d'attracteur. Dans ce cas-là, la perturbation a de grosses conséquences.
C'est ce qui permet l'analyse de la stabilité en physique, la théorie des perturbations. Alors, en écologie se trouve un autre terme, qui est le terme de disturbances. Je ne sais pas comment on le dit en français, mais c'est un terme qui est entendu de manière assez lâche. Par exemple, une définition qui fait référence utilise le terme de disruption pour définir ce que c'est qu'une disturbance. Mais en même temps, en pratique, c'est surtout de l'analyse des perturbations qui est faite, en tout cas dans la partie écologie théorique. Donc, donc cette définition qui fait référence, elle s'appuie sur disruption, mais disruption n'est jamais définie dans le texte, donc on n'est pas forcément très avancé dans ce cas-là. Donc, mon point de vue sur les disruptions, c'est que pour bien les comprendre, il faut s'appuyer sur un cadre théorique. Une théorie donc des organisations biologiques, et dans lequel les disruptions seraient une forme particulière de désorganisation. Et donc plus précisément, et ça c'est ma ligne de recherche théorique un peu générale, pour bien comprendre les disruptions, donc c'est une hypothèse, ça commence à devenir une thèse même maintenant, il faut analyser ou pouvoir analyser les êtres vivants dans leur caractère systémique ou mieux organisationnel, mais aussi dans leur dimension historique. Et plus précisément, que les êtres vivants ont des vulnérabilités particulières qui sont dues à leur nature historique. Donc le fait qu'ils soient le résultat notamment de l'évolution, et potentiellement aussi au niveau de l'ontogénèse du développement. Donc si le caractère historique des êtres vivants est essentiel pour comprendre les disruptions, on a déjà gagné en quelque sorte, c'est-à-dire les disruptions sont différentes des perturbations, parce que les perturbations en physique, il n'y a pas d'histoire, c'est absolument pas un concept qui intervient. Donc si on a besoin de l'histoire pour définir les perturbations, les disruptions, pardon, les perturbations et les disruptions sont deux concepts complètement différents. Et ça permettrait aussi de préciser un peu, en écologie par exemple, potentiellement plusieurs types de disturbances, certaines étant des disruptions, mais d'autres étant d'autres natures. Bon, ça je peux sauter parce que je l'ai déjà un peu dit. Peut-être juste un point important par rapport à cette ligne générale qui est d'essayer de comprendre les êtres vivants dans leur dimension relationnelle, systémique, organisationnelle, et en même temps de les comprendre dans leur dimension historique, évolutive, mais aussi l'histoire développementale, et dans l'aspect évolutif, la systématique étant un point très important sur lequel je vais pas prolonger plus que ça aujourd'hui. Cette articulation de deux épistémologies, c'est pas un geste neutre, c'est pas un petit enjeu. Ça implique de repenser l'utilisation des mathématiques, parce qu'en physique, les mathématiques sont uniquement basées sur l'épistémologie relationnelle, et il n'y a pas cette dimension historique. Donc ça implique de repenser les mathématiques, et l'utilisation des mathématiques, et vous allez voir que les disruptions donnent un exemple très concret, un peu minimaliste d'ailleurs, de cette conséquence de l'historicité sur l'utilisation des mathématiques. Et donc, attaquons un exemple détaillé, qui est celui donc des plantes pollinisateurs, les réseaux de plantes pollinisateurs, qui sont l'objet d'une disruption par le changement climatique. Alors, pour comprendre cette disruption, il faut d'abord partir de la phénologie. Qu'est-ce que c'est? La phénologie, c'est l'étude des activités saisonnières des êtres vivants. Les plantes fleurissent au printemps, par exemple, certaines plus à l'été, certaines à l'automne, mais en tout cas à des moments précis de l'année. Sauf quelques-unes à l'équateur, mais ça c'est un cas particulier. L'idée c'est que le changement climatique a un effet sur les phénologies. Pourquoi? Parce que certaines plantes par exemple vont se baser sur la température de l'air ou du sol pour fleurir, et il va faire plus chaud au printemps. Et c'est la même chose pour les insectes, ils vont pouvoir commencer leur activité plutôt au printemps. Donc si tout le monde, en quelque sorte dans un écosystème, utilisait les mêmes indices, de la même manière, tout le monde commencerait par exemple son activité plus tôt au printemps et ça ne changerait pas les interactions.
Le gros problème, c'est que les indices qui sont utilisés sont divers et ils sont utilisés de manière diverse, ce qui fait que, empiriquement, ce qu'on voit, c'est que le décalage saisonnier est assez aléatoire, avec un petit biais, surtout pour les plantes, là, mais aussi un peu pour les insectes, à avoir une activité qui commence plus tôt. Mais certaines espèces commencent même plus tard, en tout cas dans l'écosystème considéré ici, qui est aux États-Unis. Donc, l'effet du changement climatique, c'est pas juste un décalage des activités, c'est aussi une randomisation, on peut dire, des périodes d'activité des différents êtres vivants. Et donc, une désynchronisation. Donc ensuite, cette désynchronisation, elle peut avoir des effets sur les possibilités d'interaction. Et donc, par exemple, dans ce petit schéma, un pollinisateur qui avait initialement des plantes à butiner pendant toute sa période d'activité, en vert, après une variation un peu aléatoire des périodes d'activité, se retrouve avec ici deux sous-parties de sa période d'activité, sans rien à butiner, donc potentiellement sans nourriture. Bon, après, il peut y avoir d'autres sources de nourriture que les plantes, mais en tout cas, ça peut limiter sa survie. Donc ça, c'est quelque chose qui a été modélisé, pas par moi d'abord, mais par notamment Jen Memmott, qui montrait que de 17% à 50% des pollinisateurs se retrouvaient dans des situations comme ça. Donc ensuite, il y a l'interprétation biologique. Est-ce qu'ils meurent et où est-ce qu'ils ont du mal à survivre, ou est-ce que de toute façon, ils ont d'autres sources de nourriture, mais étaient en tout cas affectés sérieusement par un changement, par le changement climatique, donc via ces changements de phénologie. Le point important ici, c'est de bien analyser ce qui se passe quand on veut comprendre cette situation. C'est qu'en fait, la situation initiale, où par exemple les pollinisateurs ont des plantes à butiner, donc des fleurs, pendant toute leur période d'activité là, c'est pas une configuration quelconque, c'est pas quelque chose qui arrive par hasard si on tire des périodes d'activité au hasard. C'est une configuration particulière, très spécifique, mathématiquement. Et en même temps, c'est une configuration qui a un sens systémique. C'est-à-dire, on regarde les interactions et on voit par le réseau des interactions que tous les pollinisateurs sont butinés, et aussi, c'est important bien sûr, que toutes les plantes à fleurs peuvent se reproduire du coup sexuellement via les pollinisateurs. Et donc, ce qui se passe dans la disruption, c'est que la configuration finale, ou la configuration après la disruption, est en quelque sorte plus aléatoire et plus générique. Elle est plus quelconque, en fait. Il n'y a pas vraiment de terme en anglais pour quelconque. Random veut dire un peu quelconque aussi, ça ne veut pas juste dire hasard. Et ici, j'entends quelconque au sens d'un triangle quelconque en mathématiques, c'est-à-dire un triangle qu'on dessine au pif, qui n'a pas de propriété particulière. Et donc ici, c'est ici qu'il faut faire un petit intermède épistémologique. C'est que quand on fait des modèles mathématiques, on a des équations qui déterminent les changements d'état, bon, très bien, mais le modèle il dépend aussi de conditions initiales ou de paramètres qui peuvent avoir différentes valeurs. Et en fait, on a deux types de situations. On a des situations où des valeurs quelconques de ces paramètres externes, disons, ou ces quantités externes au modèle, conduisent ou permettent de prédire ce qu'on veut prédire. Donc, par exemple, chute des corps, si je fais tomber la tasse, je ne vais pas le faire, parce que, c'est exactement les mêmes équations et exactement les mêmes comportements que la Lune autour de la Terre. En tout cas, si on ne fait pas des approximations pour les connaisseurs de la pesanteur, etc. Donc s'il n'y avait pas la Terre comme solide, si c'était juste un point, la tasse elle partirait comme ça, et puis elle orbiterait exactement comme la Lune. C'est les mêmes équations, c'est juste la valeur des paramètres qui est un peu différente, mais qualitativement c'est exactement la même chose, et mathématiquement c'est la même chose. Donc c'est vraiment des valeurs quelconques des paramètres. Ça et la Lune, c'est la même chose, ça fait la même équation, et ça fait la même trajectoire, à un petit côté quantitatif près. Donc ici, c'est des valeurs quelconques qui suffisent à expliquer. Le problème, c'est quand le comportement qualitatif qu'on cherche à comprendre demande des valeurs spécifiques des paramètres. Et dans ce cas-là, on ne peut plus dire que les équations suffisent à comprendre ce qui se passe. Parce qu'il faut aussi expliquer pourquoi c'est ces valeurs spécifiques des paramètres qui existent.
Et alors, un exemple massif de ça, c'est en cosmologie, où les modèles ne fonctionnent que pour des valeurs spécifiques des paramètres, et donc les physiciens sont bien embarrassés. J'avais vu une conférence d'un qui disait que du coup, soit il y a un problème avec les modèles, soit Dieu existe. Et a choisi la bonne valeur des paramètres. Ah oui, non, ici il y avait la possibilité des mondes multiples, des univers multiples. Donc il y a des univers avec toutes les valeurs des paramètres, et donc du coup, c'est normal qu'on soit dans un univers qui permet notre existence. Principe anthropique faible. Mais dans tous les cas, on est quand même dans des hypothèses ontologiquement fortes, Dieu ou une infinité d'univers, c'est quand même pas des hypothèses légères. Donc pour traiter cette question de la valeur des paramètres, lorsqu'il y a un problème de fine-tuning pour ces valeurs. Alors en biologie, et c'est pas moi le premier à avoir fait cette remarque, à ma connaissance c'est Annie Klein, mais ça a peut-être été fait avant Annie Klein. En biologie, l'histoire permet de justifier que des valeurs spécifiques des paramètres puissent être rencontrées, précisément parce qu'elles ont des conséquences particulières qui font sens biologiquement. Dans le cas de l'écosystème, c'est la survie de toutes les populations de l'écosystème. Et on peut même après déployer comment elles ont pu advenir. Pour l'écosystème, il y a un côté agrégatif qui fait il n'y a que les populations qui ont pu survivre comme ça, qui se sont maintenues dans cet écosystème-là, avec un peu d'évolution aussi par sélection naturelle, etc. On peut dresser un tableau de pourquoi et comment ces situations singulières sont advenues. Mais donc, si on prend vraiment cette question épistémologique-là du fait qu'on ne peut pas, en physique, prendre des valeurs particulières des paramètres comme ça gratuitement, alors ça veut dire que l'histoire biologique entre ici comme composante fondamentale dans l'analyse mathématique du modèle. Bon, mais donc maintenant, on peut aussi donner un petit schéma conceptuel de ce qui se passe dans la disruption. C'est l'histoire qui conduit à des configurations singulières pour le phénomène, et la disruption va, au contraire, rendre plus quelconque, plus aléatoire, ces configurations particulières. Mais comme ces configurations particulières, justement, elles avaient une propriété systémique qui leur était propre, ici c'est tout simplement que toutes les populations sont viables, les configurations plus aléatoires fait perdre cette propriété-là, et donc conduit à une perte de viabilité. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut analyser plus en détail mathématiquement. Je ne sais pas si je développe ça trop en détail. L'idée, c'est que aléatoire, c'est un terme qui est polysémique, bien sûr. Ici, c'est pas un aléatoire du tout au sens de la mécanique quantique qui aurait une profondeur ontologique quelconque. C'est d'abord une question métrique, c'est-à-dire de taille dans l'espace des possibles. Donc pour analyser ça, qui est quelque chose qui a déjà été fait en physique statistique plus spécifiquement, et notamment par Boltzmann, on décrit typiquement une situation à deux niveaux différents, le niveau microscopique et un niveau macroscopique qui est en gros moins détaillé. Et donc ici, l'idée c'est de dire que le niveau microscopique, c'est les périodes d'activité de toutes les populations de l'écosystème, et le niveau macroscopique, donc beaucoup moins détaillé, c'est combien de populations ne sont plus viables pour un état microscopique donné. Donc en physique, ça s'appelle un coarse graining. Ce qui est intéressant ici, c'est que le coarse graining, il ne se fait pas pour le coup comme en physique, il se fait notamment par la clôture entre contraintes, donc par l'interdépendance, dit plus informellement, par l'interdépendance entre les différents éléments du système. Donc dans l'article correspondant, je n'ai pas utilisé la clôture entre contraintes pour ne pas surcharger de nouveautés l'article en question. Donc je suis resté sur des questions systémiques, disons. Mais l'idée est de penser les choses en termes de clôture entre contraintes. Et alors, quand on utilise ce type d'analyse, donc deux niveaux d'analyse, et qu'on tire des périodes d'activité aléatoires pour un écosystème, on voit qu'il y a en gros 200
populations pour cet écosystème-là qui devraient disparaître. Ce qui veut dire que ce que je disais au début, c'est-à-dire configuration très singulière, la configuration où toutes les populations survivent est une configuration très singulière. En fait, là, j'ai fait 1 million de tirages, c'est basé sur un vrai réseau d'interaction observé, donc empirique. Et je crois c'était dans les 280 populations qu'il y a. Donc 200 qui disparaissent, c'est les 2 tiers, voire un peu plus des 2 tiers. En faisant 1 million de tirages aléatoires, on ne trouve pas de configuration où toutes les populations sont viables. C'est-à-dire que cette configuration-là est rare. Alors, la chose peut être mathématisée un peu plus loin en poussant cette analogie avec Boltzmann. Je pense que personne ici connaît trop Boltzmann et la physique statistique. Je vais peut-être pas surcharger la chose et me concentrer plus sur la partie biologique. C'est ce schéma-là, conceptuellement, qui est peut-être plus intéressant pour vous. C'est-à-dire que cette situation où toutes les espèces sont viables, donc ce nombre 0, 1, 2, 3, ici, ce sont le nombre, c'est le nombre de populations qui vont disparaître, étant donné la configuration des périodes d'activité. L'idée, c'est que donc, la configuration où rien ne disparaît, c'est vraiment la plus petite. Et au contraire, la configuration la plus grosse, c'est celle qu'on obtient, c'est le nombre de populations qui vont disparaître quand on fait les tirages aléatoires, etc. Et c'est autour de 2 tiers de la population initiale. C'est intéressant ici de voir aussi que la configuration, les situations où tout disparaît est assez rare aussi. En quelque sorte, rare, ça veut dire qu'il faut aller la chercher pour qu'elle advienne. Et donc si on prend les choses au hasard, il y a une bonne partie de l'écosystème qui disparaît, mais pas tout. Le truc, c'est que dans la configuration initiale, toutes les populations sont viables. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le changement climatique? C'est que cette configuration initiale qui est dans cette zone-là, où tout est viable, elle est poussée en dehors de cette zone-là qui est très 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 petite, et donc le système se retrouve dans une configuration où une partie de la population meurt. En tout cas, c'est si on applique des critères de viabilité très stricts. Après, ça, c'est les détails de la modélisation. Deuxième point intéressant, c'est que ici, on est vraiment dans une situation inversée par rapport à l'entropie en physique. L'entropie en physique, elle fonctionne pour prédire les choses parce que le système, il va aller d'une situation particulière, qui est la condition initiale, plus ou moins particulière, à la situation la plus générique. C'est le maximum d'entropie. Ici, c'est très différent. On part de la situation la plus particulière, mais on retombe après dans une situation particulière. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait ce petit changement-là, les populations qui sont plus viables disparaissent. Donc si elles disparaissent, il ne reste plus que celles qui sont viables. Donc on se retrouve à nouveau dans une situation très singulière. Donc ici, vous voyez d'ailleurs un effet absolument non standard de la sélection naturelle, parce que ça c'est la sélection naturelle, mais ça n'a rien à voir avec l'adaptation. C'est juste que là, c'est les non-viables qui disparaissent et qui font que seuls les viables restent, et les viables, la situation où tous les viables restent, c'est une situation très singulière. Donc qui peut être aussi l'objet de disruption à nouveau. Alors, dans ce modèle, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'avais rajouté deux paramètres. La robustesse, qui est la capacité, surtout pour les pollinisateurs, à survivre même si pendant quelques jours ils n'ont pas à manger. Et un paramètre d'agentivité, mais alors là au sens minimaliste du terme, qui est la capacité pour un pollinisateur d'aller polliniser des plantes qu'il ne pollinisait pas avant, pour peu qu'elles soient en fleurs quand ils n'ont rien à manger. Donc c'est deux manières d'ajouter un peu de robustesse au sens large au système. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux paramètres, ils ont des effets très différents. La robustesse, ça permet surtout de diminuer l'impact de petites disruptions, alors que, au contraire, ce terme d'agentivité-là, il permet plus de réduire l'impact de grosses disruptions, en gros. Ce qui se retrouve dans ces graphes-là.
Donc la spécificité, c'est la partie mathématique que j'ai passée, mais c'est le caractère singulier de la situation alors la situation initiale, enfin la situation 0, là, c'est quand tout le monde est viable. Et donc ça, c'est le maximum 0, c'est le maximum d'entropie, c'est la situation qu'on obtient en faisant un tirage aléatoire. Bon, je vais peut-être passer ça, parce que ça c'est plus scientifique. Donc, tout ça, ça permet de donner un proof of principle de cette idée d'analyser les disruptions à partir de... alors à la fois à partir d'un point de vue systémique sur l'objet et historique, et d'articuler les deux. On peut faire des maths, on peut faire des graphes, ça c'est sur de vraies données. Donc on peut aller jusqu'au bout, en quelque sorte, sur cette question-là. Et tout ça, ça nous permet de donner une première définition de disruption. Donc l'idée, c'est que l'histoire produit des organisations qui ont des configurations singulières au sens d'un espace des possibles, donc petite partie dans un espace des possibles, et où la viabilité dépend du fait d'être dans ces configurations singulières. Il faut bien coupler les deux. Et donc, dans ce cas-là, la disruption, c'est une situation où quelque chose pousse le système plus ou moins loin de ses configurations singulières, ce qui, par définition du point 1, conduit à une baisse de viabilité qui peut être analysée de différentes manières. Ça peut être juste du stress, etc. Mais c'est dans tous les cas une perte de viabilité ou une perte d'organisation. Donc dans le modèle là, c'était des populations qui disparaissent, l'écosystème ne s'effondre pas pour autant, mais il perd des populations. Alors il y a un point un peu subtil, c'est qu'on pourrait dire oui, mais les systèmes sont robustes, etc. Ici, en fait, par définition du point 1, la robustesse, et il y avait ces deux paramètres de robustesse, entre guillemets, la robustesse et l'agentivité, sont pris en compte dans le modèle. Donc c'est vraiment, encore une fois, vraiment par définition, que malgré les effets de robustesse, la viabilité est impactée dans ces cas-là. Alors, il y a des raisons, par contre, particulières qui font que les systèmes ne sont pas robustes par rapport à ça. Ici, c'est tout simplement que la floraison ou l'éclosion des insectes, par exemple, sont des phénomènes irréversibles. Donc, un insecte, il ne peut pas éclore, voir qu'il n'y a pas de fleurs, donc retourner dans l'œuf, et donc il n'y a pas de possibilité cybernétique à ce niveau-là. Il y a de l'irréversibilité. Et donc c'est ça qui fait aussi cette vulnérabilité. C'est pas que le côté historique, ça va avec le côté historique, mais c'est aussi le caractère irréversible des processus, qui fait que même s'il y a un peu de robustesse, elle a du mal à compenser la disruption. Donc c'est pareil pour la floraison, un poil plus réversible parce qu'une floraison peut être avortée, mais bon, ce serait difficile d'imaginer une détection de la présence des insectes pour avorter la floraison, économiser de l'énergie pour refleurir un peu plus tard. Donc voilà. Bon, l'idée, c'est que une fois qu'on a conceptualisé la disruption en passant par cet exemple et aussi son traitement mathématique, c'est quelque chose on peut utiliser le concept et le mobiliser sur d'autres situations. Je vais peut-être passer ça. Bon, il y a d'autres situations en écologie, mais je vais passer à d'autres situations en dehors de l'écologie plutôt. Et donc, bien sûr, une très importante, et puis je travaille avec Anna Soto depuis longtemps, qui est une des co-découvreuses des perturbateurs endocriniens. Donc, c'est ce cas des perturbateurs endocriniens. Je ne sais pas si vous êtes un peu familier de la chose ou pas. C'est une connaissance pratique. L'idée, c'est que donc les hormones, ce sont des substances qui sont sécrétées par l'organisme pour réguler donc
d'autres parties que celles qui sécrètent de l'organisme. Pour les perturbateurs endocriniens, les deux plus importantes, ce sont les œstrogènes d'un côté et les hormones thyroïdiennes de l'autre. Et on a découvert que des substances produites par l'industrie chimique notamment influaient avec l'action de ces hormones. Alors, initialement, l'idée, c'était que chez les adultes, c'est pas forcément très grave, parce que justement, il peut y avoir de la régulation, de la robustesse, etc. Le gros problème et la grosse inquiétude, qui correspondait aussi à des observations, notamment, alors, à la fois en médecine et aussi sur les animaux sauvages, c'est par rapport au développement, parce que justement, dans le développement, il y a aussi cette irréversibilité-là, il y a des choses qui se passent à certains moments, et s'ils se passent d'une certaine manière, il n'y a pas un comportement où c'est très difficile de faire quelque chose plus tard pour corriger ce qui a pu mal se passer. Et donc la découverte des perturbateurs endocriniens conduit à de nombreux débats, des tentatives plus ou moins réussies suivant les pays de faire de la régulation. Je dirais dans tous les cas, jamais tout à fait convaincantes ces tentatives. Mais bon, ici, le point, c'est de comprendre au moins conceptuellement ce qui se passe. Et donc, ce qui se passe vraiment pour les perturbateurs endocriniens, c'est que des quantités assez précises d'hormones doivent être présentes à des moments assez précis du développement, et que si ça n'a pas lieu, eh bien, le développement est altéré de manière à peu près irréversible, et que ça a des conséquences fonctionnelles. Alors qu'il peut être à la fois de la dysfonction ou des pathologies comme le cancer notamment. Juste pour vous inquiéter un peu quand même, parce que c'est un chiffre qui est pas récent d'ailleurs, je crois que ça date au moins de 15 ans, où nous, les hommes, on a perdu 50% de nos spermatozoïdes en 60 ans. C'est un petit chiffre. Et ceux qui restent sont moins en forme qu'avant. D'où les problèmes de fertilité. Qui sont de plus en plus présents dans la population générale. Donc pour les femmes, c'est pas forcément mieux. Hein. Par exemple, alors un des premiers cas justement, c'était le DIS, qui est vraiment un exemple canonique de perturbateur endocrinien, mais là qui était prescrit par les médecins, et qui conduit à des malformations de l'utérus chez l'enfant. L'utérus change de forme, ce qui conduit à des grossesses ectopiques. Donc ça veut dire des grossesses en dehors de l'utérus, ce qui est super dangereux. Ce qui peut marcher, parce que le vivant est robuste, mais la mère a des chances d'y passer aussi. Et alors ça, c'est plus d'ailleurs la voie œstrogène. Il y a la voie hormone thyroïdienne qui régule notamment, parce que les hormones en général font plein de trucs en même temps, qui n'ont rien à voir. Mais les hormones thyroïdiennes, elles régulent notamment le développement du cerveau, et les équilibres entre astrocytes et neurones, donc un changement d'équilibre à ce niveau-là peut avoir des effets assez néfastes, sachant qu'une absence d'hormones thyroïdiennes donne le crétinisme au sens médical du terme. Un crétin, c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'hormones thyroïdiennes pendant son développement, ou pas assez en tout cas. Alors après, il y a un petit point conceptuel un peu subtil à traiter par rapport à ça, et qui a à voir avec cette question de l'aléatoire. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est que les changements sont aléatoires par rapport à la viabilité. Alors, aléatoire au sens de plus quelconque, par rapport à la viabilité. Par contre, il peut y avoir des corrélations avec le fait d'être un changement négatif dans certaines situations. Donc, par exemple, il y a des familles chimiques qui correspondent à des industries particulières. Donc, par exemple, les industries qui utilisent des halogènes qui sont développés notamment par reconversion d'industries militaires après la Seconde Guerre mondiale, les halogènes étant dans la même case que l'iode qui fait partie des hormones thyroïdiennes, donc ont des chances d'être des perturbateurs endocriniens. Donc, l'idée, c'est que ce sont des changements aléatoires, mais certaines familles ont des chances particulières, pour des raisons historiques, d'être négatives, enfin d'avoir des effets négatifs. Bon, un autre exemple dont je n'ai pas parlé encore en public, donc ça c'est inédit,
Mais c'est un gros sujet que je suis depuis un moment. C'est la hygiène hypothesis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. L'hygiène, c'est nul. Je résume. L'idée est qu'on a évolué pour vivre dans certains environnements microbiologiques et avec certaines bactéries, certains parasites, et qui viennent aussi de notre fréquentation de certains animaux, notamment les bovins. Maintenant, on vit pour l'essentiel dans des villes aseptisées et avec des animaux qui sont très lointains. Donc, du coup, notre milieu microbiologique a complètement changé. Et donc, si vous réfléchissez en termes de disruption, ça veut dire que ça a des chances de désorganiser en fait notre système immunitaire. Et donc, la hygiene hypothesis, c'est exactement ça. Et donc, il y a un article qui est sorti là-dessus cette année, qui compare les Amish qui vivent de manière traditionnelle, mais vraiment dans une petite ferme avec les chevaux à côté et les vaches à côté, etc., qui ont un taux de prévalence de l'asthme de 5% et d'allergie de 7%, et à côté des utérites qui vivent plus loin des animaux, même s'ils vivent de manière très traditionnelle, qui ont 4 fois plus d'asthme, et alors là j'ai pas fait le calcul, 33 divisé par 7. Ouais, 5 fois plus d'allergies. Sachant que la population générale, c'est au-dessus. Alors, c'est pas les mêmes données, donc je sais pas exactement si c'est les mêmes méthodes, etc. Mais aux États-Unis, pour les allergies, j'ai vu le chiffre de 45%. Donc, on passe de 7 à 45. Donc, cette hypothèse-là, elle a quand même, il y a quand même de la matière derrière. Ça ne veut pas dire que ce soit la seule cause, mais il y a de la matière. Et dans l'article en question, il regardait notamment ce qu'ils appellent des endotoxines qui viennent des bovins et des microbiomes des bovins qui sont présents dans la poussière des fermes chez les Amish, qui ne le sont pas présents dans la poussière des fermes des utérites. Donc c'est pas seulement la configuration des fermes qui change, on regardait vraiment l'environnement chimique pour le coup, et la différence entre ces environnements-là, donc qui est bien corrélée à des pathologies auto-immunes dans les deux cas. Donc on peut comprendre l'explosion des maladies auto-immunes comme une disruption due au changement, une disruption de la régulation du système immunitaire par le changement de milieu, notre changement de milieu, et par l'éloignement des animaux qui étaient nos compagnons. Alors il y a d'autres histoires sur les bovins, parce que une bonne partie des morts aussi dans le Nouveau Monde vient des maladies qui sont dues au fait que nous, on a vécu avec les bovins et eux non. Et donc on arrive avec des bovins et nos microbes auxquels ils n'étaient pas du tout habitués. Et donc c'est aussi ça qui a contribué et qui a été utilisé volontairement aussi, bien sûr, qui a contribué au génocide dans le Nouveau Monde. Autre exemple, avec le même type de disruption, mais des acteurs un peu différents, c'est certains vers parasites donc, qui vivent dans l'intestin, qui régulent notre système immunitaire pour survivre, mais avec lesquels on a finalement un peu coévolué au bout d'un moment. Et donc et dont on est maintenant séparé, et ça semblerait être associé à aussi des maladies auto-immunes, notamment la sclérose en plaques, et avec même un effet curatif partiel du fait de mettre ces vers, ou en tout cas des sécrétions de ces vers comme traitement sur la sclérose en plaques, et puis quand on enlève le traitement, la sclérose revient. Mais c'est pas que la sclérose en plaques, mais je un truc au hasard parmi les différents exemples. Un autre sujet, alors là on sort de la biologie à proprement parler, mais sur lequel je travaille activement en Seine-Saint-Denis, c'est la disruption du développement des jeunes enfants par l'arrivée des écrans, alors que ce soit parce que les enfants les utilisent, alors c'est les parents qui leur donnent, là je parle des 0,3 ans ou 0,6 ans, donc ce soit en donnant les écrans aux enfants ou parce que les parents sont devant. Et donc pour bien comprendre ça, il faut comprendre ce que c'est que le développement d'un bébé donc, de 0,3 ans. C'est vraiment
pour dire les choses très rapidement, les parents qui sont une sorte d'échafaudage pour le développement et qui permettent ce développement-là. Donc, il y a besoin d'un lien actif entre les parents et les enfants pour que les enfants se développent, apprennent à entrer en relation, ce qui permet ensuite la parole, etc. etc. Et donc, si on coupe cette relation-là, ce que la surutilisation d'écran fait, on a des retards de développement qui sont observés, d'abord au niveau du langage. Après, il y a aussi le fait de couper les jeux physiques. Si un enfant est toujours devant un smartphone ou une tablette, ce qui conduit à des retards de développement moteur aussi. Et donc des enfants qui arrivent au CP qui ne peuvent pas tenir un crayon, et donc pour apprendre à écrire, c'est difficile. Mais en plus, ils ne sont pas propres souvent en maternelle maintenant, alors qu'avant, ils l'étaient. Donc ça, c'est vraiment une disruption du développement des jeunes enfants, qui est vraiment et d'abord une disruption de la relation parent-enfant. Et alors ici, c'est un peu le même raisonnement sur l'irréversibilité, c'est le caractère développemental du processus, qui fait que il peut être rattrapé s'il est rattrapé suffisamment tôt, mais c'est très dur de le rattraper au bout d'un certain moment. Et il y a des cas limites de ça, par exemple les histoires d'enfants loups, donc d'enfants élevés par des animaux, on sait historiquement qu'on n'arrive pas à les faire revenir dans la société humaine, donc il y a vraiment un caractère irréversible. Ça, ces cas-là historiques étant des cas extrêmes. Alors un dernier point sur lequel je vais insister, puis après je pense que je vais pouvoir conclure. Est-ce que ça va au niveau timing ou... Oui, très bien. C'est que ce dont j'ai parlé, c'est vraiment la disruption du résultat d'une histoire, d'une configuration singulière qui provient de l'histoire. Donc c'est vraiment le résultat de l'histoire qui est l'objet de la disruption. C'est pas, à mon sens, le seul type de disruption qu'il y a. Il peut aussi y avoir la disruption de la capacité à produire des nouveautés fonctionnelles. Alors, si on parle des plantes, par exemple, à court terme, beaucoup de plantes peuvent se reproduire de manière végétative. Donc, dans plantes pollinisateurs, pour les plantes, c'est plus la question de la reproduction sexuée, et donc la génération de diversité, la possibilité de sélection naturelle ensuite, qui est l'objet, qui est l'effet de la disruption. Il y a d'autres cas qui correspondent à peu près au même type de raisonnement. C'est la fragmentation des habitats, c'est-à-dire qu'il y a des populations pour lesquelles les écologistes de la conservation sont inquiets, pas parce que la population s'effondre, mais parce que la population est morcelée. Et qu'est-ce qui se passe quand une population est morcelée? Et donc, si vous voulez, en termes d'interaction, c'est comme si on avait plein de petites populations. Une petite population, il y a le founder effect, effet fondateur, en génétique des populations, qui fait qu'elle va devenir homogène, on va perdre de la diversité. Et donc, il ne va pas y avoir de sélection naturelle dans sa capacité à faire préserver des variants qui auraient des adaptations. Et donc, du coup, on perd une capacité d'évolution par sélection naturelle. Donc là, c'est vraiment pas des situations de destruction de la population, c'est vraiment juste son morcellement qui vient interrompre ces processus-là. Bon, ici, c'est des cas qui sont vraiment au niveau de l'évolution et qui sont un peu indéniables. Mais à mon sens, il y a des choses de même ordre au niveau des individus, par exemple. Ne serait-ce qu'au sens où le stress, de manière un peu générale, qui est quelque chose qui n'est pas toujours bien défini, mais en même temps qui a beaucoup de sens pratique et empirique, le stress limite les capacités de résistance d'un organisme, ce qu'en médecine on appelle la compensation aussi. La compensation, c'est quelque chose d'un peu vague, mais c'est le fait en général d'un point de vue physiologique que si un organe ne fonctionne pas très bien, d'autres organes ou d'autres parties de l'organisme peuvent compenser et donc faire en sorte qu'on vit normalement. Sauf que si on compense 10 000 trucs en même temps, la compensation ne marche plus. Il y a des compensations, ce qui arrive en médecine justement quand il y a un accident ou un problème au niveau d'un organe. On voit qu'il y a plein d'autres organes qui se mettent à avoir des problèmes, c'est parce qu'avant ils étaient compensés et maintenant ils ne le sont plus. Donc on peut compenser un peu, mais on ne peut pas compenser tout le temps.
Bon, l'idée, c'est que derrière ces notions de disruption, il y a le concept d'anti-entropie que Francis Bailly et Giuseppe Longo avaient introduit, et puis que j'ai repris et un peu détourné, et qui a été aussi repris par Bernard Stiegler. L'idée, c'est vraiment de définir l'anti-entropie sur la base des nouveautés fonctionnelles. Donc un organisme, en quelque sorte, est fait de nouveautés fonctionnelles qui sont apparues au cours de l'évolution et qui seront reconstituées dans le développement. Et donc typiquement, la disruption de premier ordre va faire perdre certaines nouveautés fonctionnelles. Et la disruption de second ordre va empêcher l'apparition de nouvelles nouveautés fonctionnelles. Sachant que pour définir justement le fait que ce soit vraiment des nouveautés et pas juste un pattern nouveau, mais qui est en fait juste une conséquence normale de ce qu'il y avait avant, il y a cette singularité-là. C'est vraiment l'élément clé, enfin un des éléments clés en tout cas, dans la définition de ce que c'est qu'une nouveauté ici. Bon, je ne vais pas développer plus que ça, je pense, pour avoir du temps pour discuter. Et donc en conclusion, je ne vais peut-être pas reprendre les définitions, je pense qu'elles étaient assez claires, mais donc je dirais que la disruption entendue comme ça, c'est un processus normal dans l'évolution. Le caractéristique de l'Anthropocène, c'est de les accumuler, parce qu'il y en a plein de natures très différentes qui tombent sur les êtres vivants humains et non humains, et les écosystèmes. C'est de les accumuler à un rythme très rapide. Par exemple, si on pense à la grande barrière de corail, il y a changement de température, changement de pH, il y a des espèces invasives, il y a de la surpêche, il y a des pollutions divers et sûrement des perturbateurs endocriniens dans l'eau. Donc c'est tout ça qui tombe en même temps sur ce type d'écosystème. Donc il y a cette accumulation qui fait que les capacités du vivant, le vivant n'est pas rigide, les capacités du vivant à surmonter ces disruptions sont amoindries et participent, à mon sens, du coup, à la 6e extinction de masse, et en même temps à comprendre l'épidémie de maladies non communicables des humains. Il y avait un groupe de travail là-dessus il y a une dizaine d'années pour The Lancet, c'est les épidémies de maladies non communicables auxquelles on fait face, qui incluent l'obésité, mais on pourrait mettre l'autisme aussi dedans. Prendre deux choses très différentes. Et les cancers aussi. Voilà, et donc peut-être ce que ce travail montre aussi, c'est que pour traiter certaines questions, une approche philosophique et épistémologique est absolument nécessaire pour bien analyser le rôle de l'histoire dans cette affaire-là et permettre de faire ensuite une modélisation qui se construise sur cet aspect-là des choses. Parce que sinon, par exemple, les écologistes, Jane Memmott, qui avait fait un modèle sur lequel je m'appuie, ils ne voient pas le caractère différent de cette analyse-là par rapport à une analyse physique de perturbations, etc. Donc l'analyse épistémologique permet de pointer ce qui est spécifique, différent, et ensuite de construire dessus pour l'analyse qui était ici vraiment centrée sur cet aspect-là des choses. Merci.